Au dîner, ma femme infidèle a dit « Je te quitte ». J'ai souri alors que son visage se décomposait en voyant qui entrait par la porte. Au dîner ce soir-là, ma femme m'a regardé droit dans les yeux et a lâché d'une voix calme « Je te quitte ». J'ai esquissé un sourire, juste au moment où son expression s'est figée en voyant qui venait d'entrer par la porte. Elle pensait avoir le contrôle, pensait me briser avec ses mots. Elle s'attendait à me voir supplier, poser 1000 questions, ou m'effondrer sous le choc. Mais à sa grande surprise, je n'ai rien fait de tout ça. Je me suis simplement contenté de sourire. Avant même qu'elle ne comprenne pourquoi, la sonnette a retenti. Et quand elle a aperçu la personne de l'autre côté, toute son assurance s'est envolée d'un seul coup. Je m'appelle Nick. Pendant longtemps, j'ai sincèrement cru que mon mariage tenait la route. Il n'était pas parfait, bien sûr, mais je pensais qu'il reposait sur des bases solides. Rachel et moi, on avait traversé pas mal d'épreuves ensemble. Comme tous les couples, on avait nos bons et nos mauvais moments, mais on trouvait toujours un moyen de s'en sortir. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec le recul, je réalise que, pendant que je m'accrochais à ce qu'on avait bâti, Rachel, elle, avait déjà lâché la corde. Ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Au début, ce n'était que de petits changements. Des détails que j'ai d'abord voulu ignorer, elle ne faisait plus ces petites attentions du quotidien qu'elle avait toujours eues. Je me disais que c'était la fatigue, le stress, la routine. On traverse tous des périodes comme ça. Mais plus le temps passait, plus je voyais que ce n'était pas juste un passage à vide. Quelque chose d'autre se passait. On ne se réveille pas un matin en décidant que son conjoint est un poids. Ce genre de transformation ne sort pas de nulle part. Et moi, j'étais bien décidé à comprendre ce qui se cachait derrière tout ça. Rachel rentrait de plus en plus tard, toujours avec des excuses floues. Quand je lui demandais où elle était passée, elle me répondait vaguement, sans même lever les yeux de son téléphone, oh, par-ci, par-là. Si j'osais insister, elle soupirait ou levait les yeux au ciel, comme si je la harcelais. Ce comportement ne lui ressemblait pas du tout. La femme que j'avais épousée me racontait tout, parfois même trop. Maintenant, j'étais chanceux si j'obtenais une réponse d'un seul mot. Puis, il y a eu son téléphone. C'était devenu presque une extension de sa main. Quand on regardait la télé, elle le tenait. Quand elle se levait pour aller chercher un verre d'eau, elle l'emportait. La nuit, la lumière bleue de l'écran éclairait son visage pendant qu'elle tapotait frénétiquement. Je lui demandais, « Tu parles à qui ?» Elle répondait, « Juste un ami. » Et si je demandais, « Quel ami ?» Elle répliquait, exaspérée, « Pourquoi ça t'intéresse autant ?» Une nuit, allongé à côté d'elle, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant de ne rien voir. Je me suis tourné vers elle et j'ai demandé calmement, « Rachel, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu agis comme ça ?» Elle a poussé un long soupir, sans même ouvrir les yeux, et m'a lancé, « Si j'avais quelque chose à dire, je le dirais. Maintenant, laisse-moi dormir. » Ces mots m'ont transpercé. Quelques jours plus tard, mes doutes ont été confirmés par un coup de fil d'un ami proche. Sa voix tremblait presque. « Mec, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je crois que tu devrais garder un œil sur Rachel. Je l'ai vu avec un type, et il n'avait pas l'air juste ami. » Je suis resté sans voix. Ma première réaction a été le déni. Non, pas Rachel. Pas ma femme. Il devait y avoir une explication. Mais les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, son comportement distant, ses absences, son téléphone verrouillé, son ton sec. Tout prenait sens. Et ce sens-là me faisait froid dans le dos. Je voulais croire que mon ami s'était trompé, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Quelque chose n'allait vraiment pas chez Rachel. Mais entre le pressentiment et la preuve, il y a un monde. Il me fallait quelque chose de concret, de tangible, quelque chose qu'elle ne pourrait pas nier. Et pour ça, je devais commencer par son téléphone. Rachel avait toujours été prudente avec son portable, mais récemment, elle était passée de prudente à carrément parano. Elle ne le lâchait jamais, pas une seconde.
Même pour aller à la salle de bain, elle l'emmenait avec elle. Et quand elle l'utilisait, elle inclinait l'écran pour cacher ce qu'elle faisait. Tout ça sentait mauvais. Mais un soupçon ne suffisait pas. J'avais besoin d'une vraie preuve. Une nuit, l'occasion s'est enfin présentée. Elle avait laissé son téléphone sur le canapé avant d'aller aux toilettes. Mon cœur battait à tout rompre quand j'ai tendu la main pour le prendre. C'était ma chance. J'ai fait glisser l'écran pour le déverrouiller. Mauvais code. J'ai essayé l'ancien mot de passe, juste au cas où. Rien. Mon estomac s'est serré. Avant, on partageait tout, y compris nos mots de passe. Ce changement n'était pas un hasard. À cet instant précis, j'en ai eu la certitude, Rachel me cachait quelque chose. Je l'ai reposé exactement à sa place, le cœur lourd, réalisant que la femme à mes côtés n'était plus celle que j'avais épousée. Si elle me trompait, tôt ou tard, elle commettrait une erreur. Les gens se relâchent toujours quand ils pensent être en sécurité. Et c'est là qu'ils se font attraper. Puisque je ne pouvais pas accéder à son téléphone, j'ai décidé d'agir autrement, voir les choses de mes propres yeux. Quelques jours plus tard, le moment est venu. Rachel m'a dit qu'elle devait sortir faire une petite course. Aucune explication, aucun détail. Trop vague pour être innocent. Alors j'ai attendu quelques minutes, puis j'ai pris mes clés et je l'ai suivie, en gardant mes distances. Après quelques rues, elle s'est arrêtée devant une maison que je ne connaissais pas. Elle est sortie de la voiture et a frappé à la porte, avec l'aisance de quelqu'un qui savait exactement où il mettait les pieds. La porte s'est ouverte, et un homme que je n'avais jamais vu est apparu. Comme si je savais déjà ce que j'allais découvrir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé. Il n'a pas eu l'air surpris de la voir. Au contraire, il a souri et s'est écarté pour la laisser entrer. La porte s'est refermée derrière eux. Et à cet instant, j'ai compris. Ma femme venait d'entrer dans la maison d'un autre homme. Je suis resté là, fixant les photos que je venais de prendre, conscient que j'en aurais besoin plus tard. Je ne suis pas allé frapper à la porte. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. Je suis simplement resté là, assis dans ma voiture, regardant cette maison où ma femme venait d'entrer. Quelques minutes à contempler la vérité nue où mon mariage s'effondrait, et je ne pouvais rien y faire. Puis, sans un mot, j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez nous. Elle est rentrée plus tard dans la soirée, comme si de rien n'était. Pas une trace de nervosité, pas une ombre sur son visage. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus frappé, cette froideur tranquille, cette capacité à faire semblant. J'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais plus attendre. J'en avais assez de vivre dans le doute et le mensonge. Je l'ai appelée au salon et lui ai demandé de s'asseoir. Elle a levé les yeux au ciel, visiblement irritée, mais elle s'est assise, les bras croisés, le regard distant comme si j'étais une perte de temps. J'ai pris une longue inspiration, cherché ses yeux, et j'ai dit calmement. J'ai besoin que tu mettes fin à tout ça. Sinon, c'est terminé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai juste énoncé une vérité simple. Elle a plissé les sourcils et secoué la tête. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle répondu d'un ton neutre. Alors j'ai sorti mon téléphone de ma poche, tourné l'écran vers elle, et lui ai montré les photos. Elle, entrant dans la maison de cet homme. Elle, souriant à ses côtés. J'ai observé son visage. Pendant une seconde, j'ai vu la panique passer dans ses yeux. Une seconde à peine. Puis, son expression a changé. La culpabilité s'est évaporée, remplacée par la colère. Tu m'as suivi ? Sérieusement, Nick, a-t-elle lancé, sa voix montant d'un cran. C'est complètement fou. Tu ne me fais pas confiance, alors maintenant tu me traques ? C'est malsain. Et là, quelque chose s'est glacé en moi. Elle n'était pas désolée. Pas honteuse. Pas même surprise. Non, elle retournait la situation contre moi, essayant de me faire passer pour le problème. Je me suis levé lentement, en expirant. Je vois,
ai-je simplement dit. Pas besoin d'en dire plus. La discussion était terminée. Les jours qui ont suivi ont été comme enveloppés dans du brouillard. On vivait toujours sous le même toit, mais c'était comme cohabiter avec un fantôme. Plus de rires, plus de conversations. Juste deux étrangers partageant un espace vide, en attendant la fin officielle. Elle n'a pas cherché à s'expliquer, ni à réparer quoi que ce soit. Et je savais déjà qu'elle continuait de le voir. Je n'allais pas la supplier. Ce n'était plus de l'amour, c'était de la survie. Et moi, je refusais d'être celui qui mendie pour être aimé. Alors qu'elle faisait semblant que tout allait bien, je suis allé discrètement voir un avocat. Les papiers du divorce ont été préparés sans un mot. Si Rachel voulait ce type, elle pouvait l'avoir mais elle ne m'aurait plus, moi. Un matin, alors que je m'apprêtais à partir travailler, Rachel est apparue dans l'encadrement de la porte. Je boutonnais ma chemise quand elle a dit d'une voix calme. « Je vais te préparer le dîner ce soir. » Je me suis figé. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qu'elle venait de dire. Rachel ne m'avait pas cuisiné un repas depuis des mois. Depuis que tout avait commencé, elle ne me remarquait que pour être froide ou distante. Et là, tout à coup, elle voulait me faire à manger? Je me suis tourné vers elle. Elle était là, penchée sur son téléphone, l'air complètement absorbé. Et c'est ça qui m'a alerté. Je n'ai rien répondu tout de suite. J'ai attendu qu'elle ajoute quelque chose, une explication, une raison. Rien. D'accord, ai-je simplement dit d'un ton neutre. Si c'était un jeu, je n'allais pas me trahir. Sur le trajet du travail, mon esprit tournait à toute allure. Était-ce une tentative de paix? Un geste de culpabilité? Ou bien quelque chose de plus sinistre? Une sorte de mise en scène? Une chose était sûre, je n'étais plus dupe. Ce que Rachel ignorait, c'est que j'étais déjà prêt à partir. Les papiers du divorce m'attendaient, soigneusement rangés dans mon dossier au bureau. Et j'avais quelque chose d'autre dans ma manche, quelque chose qu'elle ne voyait pas venir. Pendant qu'elle passait ses soirées à courir après son amant secret, j'avais fini, moi aussi, par me rapprocher de quelqu'un. Sa meilleure amie. Au début, ce n'était que des discussions banales, deux personnes blessées partageant la même frustration face au comportement de Rachel. Mais, avec le temps, c'est devenu plus profond. Elle connaissait la vraie Rachel, celle derrière le masque. Et elle savait exactement ce que je ressentais. Alors, je me suis dit que si ce dîner était une manœuvre de plus, si elle comptait encore me mentir, je ne réagirais pas. Pas de cris, pas de drame. J'en finirais à ma façon, selon mes termes. Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai senti une odeur qui m'était devenue étrangère, celle d'un repas fait maison. Si ça s'était produit quelques mois plus tôt, j'aurais peut-être ressenti un peu d'espoir. Mais plus maintenant. Je savais trop bien que rien n'était sincère. Je me suis assis à table, la regardant se déplacer dans la cuisine. Elle servait les plats, versait le vin, souriait à un sourire mécanique, presque étudié. Nous avons mangé en silence. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée, et je ne lui ai pas posé la question non plus. Le seul bruit venait des couverts contre les assiettes, et du vin qu'on versait dans nos verres. La tension, elle, était si lourde qu'on aurait pu la couper au couteau. Au milieu du repas, j'ai posé ma fourchette, levé les yeux vers elle et demandé. « Alors, tu as mis fin à ta liaison ?» Elle n'a même pas bronché. Pas un battement de cils. Elle a simplement esquissé un petit sourire en coin et s'est adossée à sa chaise, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Puis, sans détour, elle a prononcé ces mots. « Je te quitte. » J'ai expiré lentement, plus amusé que blessé. Il fut un temps où ces trois mots m'auraient brisé, où j'aurais tout donné pour qu'elle reste, pour qu'elle change d'avis. Mais là, à cet instant, ça sonnait juste comme la conclusion d'une histoire qui aurait dû se terminer depuis bien trop longtemps. Un vrai sourire m'est venu, pour la première fois depuis des mois. Je me suis levé tranquillement, suis allé dans la chambre, et je suis revenu avec une pile de papiers parfaitement rangés.
Je les ai posés sur la table devant elle, les faisant glisser du bout des doigts. Parfait, ai-je dit calmement. J'ai déjà tout préparé. Les papiers du divorce. Signé. Et là, pour la première fois de la soirée, son assurance s'est fissurée. Elle a regardé les documents, puis moi, comme si elle cherchait une faille, une réaction qu'elle pourrait exploiter. Mais il n'y avait rien. Juste du calme. Puis, soudain, la sonnette a retenti. Ding dong. Elle a tourné la tête vers la porte, confuse. Elle n'attendait personne. Moi, en revanche, j'attendais ce moment précis. J'ai repoussé lentement ma chaise, me suis dirigé vers la porte sans me presser, et l'ai ouverte. Et là, sur le seuil, se tenait la meilleure amie de Rachel. Magnifique, naturelle, droite comme une flamme. La femme à qui Rachel racontait tout, celle qui avait entendu chaque plainte, chaque secret. Je me suis écarté pour lui faire de la place et j'ai dit simplement. Je te présente ma nouvelle petite amie. L'expression sur le visage de Rachel valait toutes les victoires du monde. Ce n'était pas juste de la surprise, c'était de la trahison, de l'incrédulité, peut-être même du regret. Elle venait de réaliser que, dans ce jeu qu'elle avait commencé, je venais de poser la dernière carte. Je ne vais pas mentir, elle a perdu le contrôle. La voir exploser, c'était comme regarder une tempête éclater en plein ciel. D'abord, elle est restée figée, le visage blanc. Puis elle a commencé à hurler, à m'insulter, à cracher tout ce qu'elle pouvait. Mais moi, je n'ai rien dit. Je n'avais plus besoin de parler. Mon rôle dans cette histoire était terminé. Les papiers étaient là, et elle devait choisir, signer, ou laisser la justice trancher. Pendant un temps, elle a fait semblant d'accepter. Elle a joué la carte du détachement, prétendant vouloir passer à autre chose. Mais je la connaissais trop bien. Et, comme je m'y attendais, dès que la réalité l'a frappée, le masque est tombé. Elle est redevenue celle qu'elle avait toujours été quand les choses ne tournaient pas à son avantage, rancunière, manipulatrice, prête à tout faire brûler autour d'elle. Ce n'était plus une histoire de mariage. C'était une guerre. Et son nouvel objectif, c'était de me faire souffrir. Elle a tout tenté. Au tribunal, elle s'est présentée comme une victime. Elle m'a peint comme un mari contrôlant, autoritaire, presque dangereux. Elle a prétendu que je l'avais isolée de ses amis, qu'elle s'était sentie enfermée, étouffée, détruite. Elle a même inventé des histoires absurdes juste pour me salir. Et le pire, c'est que certaines personnes l'ont cru. C'est ça, le problème avec les mensonges, quand quelqu'un les raconte avec assez de conviction, ils finissent par ressembler à la vérité. Mais je n'allais pas la laisser réécrire notre histoire. Quand ce fut mon tour, j'ai simplement laissé les faits parler. Des photos d'elle entrant chez son amant, des messages explicites prouvant que ce n'était pas un ami, des relevés bancaires montrant qu'elle utilisait notre compte commun pour financer ses escapades. Mon avocat a déroulé chaque preuve avec précision. Chaque retrait. Chaque dépense. Chaque mensonge. Et puis, il y avait le poids invisible, la fatigue mentale, les nuits blanches, le doute constant. J'avais passé des mois à me sentir fou, à remettre ma réalité en question. Mon avocat a expliqué comment cette manipulation, ces mensonges, avaient laissé des traces profondes sur ma santé mentale. Et, cette fois, le tribunal a écouté. Quand la décision est tombée, j'ai vu la défaite dans les yeux de Rachel. Les biens ont été partagés, oui, mais grâce à mes preuves, j'ai gardé la plus grande part de ce que j'avais construit. Elle pensait pouvoir me détruire. Mais au final, elle n'a fait que se révéler pour ce qu'elle était. Quand je suis sorti du tribunal, je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste un calme que je n'avais pas connu depuis longtemps. La paix. On pourrait croire qu'après tout ça, j'aurais ressenti une forme de satisfaction. Mais la vérité, c'est qu'on ne sort pas indemne d'une telle guerre. J'ai avancé, du moins, c'est ce que je me suis répété. J'ai commencé à fréquenter la meilleure amie de Rachel. Elle avait été là pendant la tempête, elle avait vu tout ce que j'avais enduré, et,
contrairement à mon ex-femme, elle semblait vraiment tenir à moi. Mais au fond, quelque chose en moi restait méfiant. Une part de moi attendait toujours le prochain coup, la prochaine trahison. On ne se remet pas facilement d'une blessure pareille. J'ai appris que la confiance, c'est fragile. Ce n'est pas un cadeau, c'est un effort réciproque. Et quand elle se brise, elle ne retrouve jamais tout à fait sa forme d'origine. Est-ce que je pourrais refaire confiance un jour? Me remarier? Honnêtement, je ne sais pas. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je ne sais plus comment. C'est comme quand on se brûle enfant, après ça, on ne supporte plus la chaleur. Et moi, je me suis brûlé profondément. Avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Parfois, les gens en qui tu crois le plus sont ceux qui finissent par te trahir le plus violemment. Et quand ça arrive, la meilleure vengeance n'est pas la colère. Ce n'est pas chercher à se venger. Ce n'est pas gaspiller de l'énergie à haïr. Non. La meilleure vengeance, c'est d'avancer. De bien vivre. De devenir quelqu'un qu'elles ne pourront plus jamais avoir. Et de s'assurer qu'elles regrettent de vous avoir perdu. Et crois-moi, Rachel l'a regretté. Et ça me suffit. Voilà mon histoire, les amis. Dingue, je sais. Mais c'est la vie, non? On pense connaître quelqu'un, on construit une vie avec cette personne, et un jour, elle jette tout comme si ça n'avait jamais compté. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas laissé ça me briser. Et si un jour vous vous retrouvez dans une situation comme celle-là, ne la laissez pas vous briser non plus. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, les amis, quelle histoire intense, n'est-ce pas? Ce récit montre à quel point une trahison peut complètement changer notre vision de l'amour et de la confiance. Au final, la meilleure vengeance n'est pas de se laisser consumer par la haine, mais d'avancer et de construire une vie meilleure. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.